Alors, je vais vous parler de la plasticité neuronale. La plasticité neuronale, qui est l'idée que l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. Et je vais parler plus spécifiquement des paradoxes de la plasticité, c'est-à-dire de mettre une dialectique entre plasticité neuronale et plasticité du devenir. La plasticité du neuronal était une hypothèse chez Freud, aussi une hypothèse chez Ramon y Cajal, une hypothèse encore chez Hebb dans les années 30. Tous avaient l'idée que le cerveau se modifiait en fonction de l'expérience. Mais c'est progressivement, à travers des travaux spécifiques à la fin, autour des années 2000, que toute une série de chercheurs ont développé la plasticité, non pas comme une hypothèse, mais comme un fait. En particulier, les travaux de Kandel sur un escargot marin, l'aplysie, qui est une forme réduite de cerveau. Et tous ces travaux ont été reconnus par le prix Nobel accordé à Kandel en 2000. Donc, la plasticité, c'est le fait qu'une expérience laisse une trace structurelle et fonctionnelle dans le réseau neuronal, c'est-à-dire la variation du nombre et de l'architecture des synapses, la variation de l'efficacité synaptique et également des réarrangements structurels. La plasticité amène à une révolution scientifique au sens de Kuhn, c'est-à-dire que dans le champ des troubles mentaux, on a opposé tout au long des temps, depuis le début du 19e siècle, parfois la causalité psychique comme exclusive et principale, parfois la causalité organique, en opposant les deux, causalité psychique et causalité organique, dans la genèse des troubles mentaux. Avec la plasticité, on renverse complètement le paradigme, c'est-à-dire que on a une causalité psychique qui vient participer à organiser le réseau neuronal, c'est-à-dire une causalité psychique qui vient modifier l'organisme. Alors, une série de paradoxes, je vais vous en présenter trois. Le premier paradoxe, c'est le paradoxe de l'unicité. Le deuxième paradoxe, c'est le paradoxe de la discontinuité. Et le troisième paradoxe, c'est le paradoxe du changement permanent. Dire que l'expérience laisse une trace, évidemment, c'est dire aussi que des mécanismes universaux propres à la plasticité aboutissent à produire de l'unique et du différent. Parce que chaque expérience est unique, chaque expérience est différente. Et donc, cette rencontre autour de l'unique, de l'unicité, du premier paradoxe de la plasticité, non, de la production de l'unique, est un point de rencontre inédit entre neurosciences et psychanalyse autour de l'irréductible question de la singularité et qui devient une question commune pour deux champs différents, sans commune mesure. On pourrait dire que entre la détermination psychique et la détermination neuronale, on a un point d'intersection qui est la trace, la plasticité et donc aussi l'unicité. Et donc, autant les neurosciences que la psychanalyse doit rendre compte de l'irréductible de la singularité. Et on pourrait dire de même pour la génétique. La génétique, bien sûr, c'est les gènes qui déterminent des protéines et des caractères, mais c'est aussi l'épigénétique qui implique une dialectique qu'on doit penser aujourd'hui entre génétique et épigénétique.
Bien sûr, on peut opposer les deux mécanismes, mais ils sont intriqués et la dialectique entre les deux est majeure et doit être aujourd'hui étudiée. C'est-à-dire qu'il y a une détermination épigénétique à travers la méthylation du DNA qui vient modifier la pénétrance et l'expressivité des gènes, là aussi de façon unique, différente. Et encore une fois, on retrouve le paradoxe de l'unicité, mais on a aussi une détermination génétique de la variabilité épigénétique, une détermination génétique de la sensibilité aux facteurs épigénétiques. Donc là, une dialectique et pas une exclusion réciproque. Avec le fait important que, de même que les gènes se transmettent entre les générations, les traces épigénétiques peuvent se transmettre entre les générations. Et donc, un individu, par exemple, qui aurait vécu un traumatisme comme majeur, comme ça a été étudié pour le 11 septembre à travers la situation de femmes enceintes, il y a des traces épigénétiques qui peuvent se transmettre ensuite aux enfants issus des grossesses des mères qui ont vécu un traumatisme majeur. Ça peut être aussi montré par rapport à la Shoah. Donc là aussi, une transmission intergénérationnelle de traces laissées par des expériences uniques, différentes, propres à chacun. Donc le déterminisme génétique n'est pas seulement l'étude de la répétition du même, mais c'est aussi l'étude de la production de la différence, de la production de l'unique, des variations interindividuelles sont au programme de la génétique. C'est important de le réaliser parce que des fois, en particulier dans le monde psychiatrique, psychanalytique, on peut avoir l'idée d'une opposition entre neurosciences et psychanalyse, entre neurogénétique et psychanalyse, alors que tous ces domaines se rencontrent autour de la variation interindividuelle, de la production de la différence, de la production de l'unique. Qu'une détermination génétique ou neurodéveloppementale soit en jeu, comme dans l'autisme, il faut le reconnaître, c'est majeur aujourd'hui, ne dit pas quel sujet va s'en déduire, par le fait justement de l'expérience. Et pourquoi pas de l'expérience thérapeutique par rapport à ceux qui s'occupent de ces sujets. Hein. Au niveau des catégories, bien sûr, on a ce qui est de l'ordre du psychique, ce qui est de l'ordre du neurobiologique et du génétique, ce qui est de l'ordre du social ou du relationnel, mais au niveau du sujet, le sujet est toujours à l'intersection. Penser le sujet comme exception implique à la fois de penser des facteurs psychiques, des facteurs sociaux, des facteurs neurobiologiques et génétiques, sans être dans un rapport d'exclusion réciproque entre ces domaines. C'est toute la complexité, c'est tout l'enjeu de ceux qui s'occupent d'enfants avec des problèmes de neurodéveloppement, comme par exemple l'autisme. C'est pour ça qu'avec une généticienne de Genève, la professeure Ariane Jacobino, on a écrit un livre qui a d'ailleurs été traduit en italien, qu'on a titré Autisme, à chacun son génome. Ce titre est assez paradoxal en lui-même. Il dit effectivement que un enfant soit diagnostiqué autiste, ne dit pas non plus quel sujet va s'en déduire, en fonction des expériences qu'il aura vécues, en fonction des relations avec ses parents, en fonction des actions des soignants, des éducateurs, des enseignants qui sont occupés. Donc, la question de la singularité se pose dans l'autisme. Ce n'est pas parce que c'est une maladie qui implique des dimensions génétiques et neurodéveloppementales qu'il faut évacuer la singularité.
tous ceux qui s'occupent d'enfants avec des problèmes de neurodéveloppement, des problèmes de langage, par exemple aussi, mais des problèmes d'autisme, du trouble du spectre autistique, savent que c'est la problématique du devenir est présente chez chacun de ces enfants. Donc, la détermination génétique implique l'unique. Mais là, j'aimerais juste faire une petite note. Elle n'implique pas seulement l'unique, elle implique aussi le multiple. Il y a une multiplicité synchronique. Le bagage génétique des neurones au sein d'un même individu, analysé cellule par cellule, s'est avéré très variable. Peut y avoir un mosaïcisme structurel. Ça veut dire que l'un est devenu multiple. Je cite en particulier dans Science ce travail fondateur de Lodato et al. En octobre 2015. L'individu, ce qu'on appelle l'individu, en lui-même serait hétérogène. Donc l'unicité se joue tant à partir de bases biologiques, mais aussi au-delà des bases biologiques. Il y a aussi, donc j'ai parlé du multiple synchronique, c'est-à-dire un même individu a des caractéristiques génétiques différentes de cellule en cellule, mais il y a aussi le multiple diachronique, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte du génome instable, de l'instabilité génétique. Un généticien de Paris qui s'appelle Alain Prochians étudie beaucoup l'instabilité génétique, les jumping genes, les cassures spontanées de l'ADN. Et comme l'a montré il y a des années maintenant, dans un travail révolutionnaire, Michael Snyder, dans Cell, on peut définir des profils omiques personnels, à la fois génétiques, génomiques, protéomiques, transcriptomiques, microbiomiques, qui présentent des variations dans le temps. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas un texte sacré écrit une fois pour toutes, c'est quelque chose qui se modifie au cours du temps. Donc ça, c'est aussi des dimensions importantes qui font que aujourd'hui, on peut s'intéresser à la fois aux neurosciences de l'identité et à la génétique de l'identité, c'est-à-dire aussi de l'instabilité de l'identité et de savoir que cette instabilité participe à produire des identités particulières. Voilà pour le premier paradoxe, c'est celui de l'unicité. Le deuxième paradoxe, la plasticité, c'est celui de la discontinuité. C'est-à-dire que la discontinuité, l'expérience est une trace, mais les traces se réassocient les unes aux autres pour former de nouvelles traces. Ça veut dire que l'inscription de l'expérience sous forme de traces, à travers la réassociation des traces les unes avec les autres, sépare de l'expérience, libère de l'expérience, pourrait-on dire. C'est vraiment un paradoxe majeur. Le fait que la trace s'inscrite et que les traces soient multiples font qu'elles peuvent devenir elles-mêmes des stimuli pour le système, se réassocier les unes les autres et introduire une discontinuité. C'est-à-dire que j'ai figuré ici en disant, ben voilà, il y a une première trace, une deuxième trace, elles se réassocient les unes aux autres et pour former de nouvelles traces qui n'ont pas à voir avec les expériences initiales. Et qu'un processus important dans cette discontinuité, c'est ce que les chercheurs appellent la reconsolidation. En fait, ce serait plutôt la déconsolidation, mais c'est le terme consacré reconsolidation, c'est-à-dire le processus par lequel une trace est momentanément modifiable juste après sa réactivation. Si on évoque un souvenir, si on évoque un item mnésique, on rend la trace labile et susceptible de réassociation, donc de transformation. Et ça, c'est
majeur du point de vue de ceux qui se consacrent aux pratiques de la parole, aux pratiques de la relation, aux pratiques du langage, aux pratiques du jeu, comme dans l'Institut qui m'invite pour cette conférence. C'est-à-dire qu'au finalement, on joue avec les traces pour créer de nouvelles traces en réactivant les traces qui, à ce moment-là, deviennent réassociables et modifient les représentations. C'est-à-dire que, comme le disait le généticien Jean-Louis Mandel, prof au Collège de France en 2015, il y a un inconditionnement de l'humain. Nous ne sommes que très partiellement conditionnés par nos gènes et il y a de multiples facteurs environnementaux, relationnels, culturels, de langage qui impliquent une complexité extrême des interactions entre gènes et environnement et qui aboutit aussi à cette fameuse singularité que j'ai mis au centre du premier paradoxe. À la discontinuité implique la singularité et le sujet est issu de la discontinuité. Il faut se rappeler à ce moment-là, évidemment, qu'on n'est pas que des traces inscrites dans le réseau neuronal. Il s'agit aussi de traces associées à des marqueurs somatiques. Au fond, le modèle qu'on a construit avec Pierre Magistretti, puis cet exposé tient compte de nos travaux de Pierre Magistretti, en particulier d'un livre qui s'appelle À chacun son cerveau, qui a été traduit en italien, et d'un autre livre qui s'appelle Les énigmes du plaisir, qui a aussi été traduit en italien, les deux chez Bolatti Boringhieri. Et au fond, on a, dans les énigmes du plaisir, beaucoup travaillé le lien entre les ensembles neuronaux, les ensembles de traces, R comme représentation, et les marqueurs somatiques, comme le dit Damasio, associés aux traces qui viennent par les voies interoceptives jusqu'à différentes voies, dont l'insula s'inscrire ensuite dans le cortex interoceptif et qui implique le vivant, qui implique le corps dans toutes ses valences à travers cette relais du thalamus, de l'insula et du cortex préfrontal. On pourrait aussi parler des mémoires émotionnelles comme la mémoire amygdalienne déjà présente dans la vie fœtale, même si la mémoire hippocampique, mémoire des émotions, mémoire explicite, se développe progressivement jusqu'à 4 ans après la naissance. Donc, en fait, il y a des états somatiques non associés à des représentations, comme un excès du vivant qui peut faire qu'un sujet peut être traumatisé par le vivant en lui. C'est le problème de la prématuration du petit homme. C'est-à-dire le petit homme, et encore plus, bien sûr, quand il est lui-même prématuré, il vient au monde inachevé de naissance, dans l'incomplétude, et au fond, il a une nécessité de l'autre, de l'action spécifique de l'autre, pour traiter cet excès du vivant qui est un état basal majeur. On ne voit des fois que les parties actives quand on fait des analyses du fonctionnement neuronal, en particulier aussi à travers l'IRM. Il faut penser à cet état basal, le bruit de fond, en sachant comme on le sait dans nos métiers de petite enfance, avec l'enfance, que les fonctions de protection sont plus importantes que les fonctions de perception. C'est pour ça qu'on peut aussi se dire que certains, comme Marc Ram à l'EPFL à Lausanne, considèrent Henri Markram et sa femme Camilla Markram ont construit pour l'autisme l'hypothèse d'un intense world syndrome, c'est-à-dire une idée de. Il y a toute une série de travaux, j'en ai cité ici un, mais il y en a de multiples, pour dire que finalement l'autisme est aussi dû à un excès du vivant qui dépasse les capacités de constituer des traces, de lier, de réussir un équilibre homéostatique. Intense World Syndrome, ça montre bien que les états somatiques sont à considérer parallèlement à l'inscription des traces. Le troisième et dernier paradoxe de la plasticité, c'est celui du changement permanent. Si l'expérience est une trace, ces traces se réassocient les unes avec les autres. En même temps, il y a des nouvelles traces. On est vraiment dans un système où on a un changement
permanent. Comme au jeu d'échecs, tout dépend des coups qui ont été joués précédemment. Et donc, finalement, on pourrait dire qu'on n'utilise jamais deux fois le même cerveau. On se plonge chaque matin dans un homme différent. C'est un peu étonnant pour un psychanalyste, parce qu'un psychanalyste se demande comment on peut changer, alors que le neuroscientifique se dit, par le fait de la plasticité, de la réinscription des traces, de la discontinuité, comment ça se fait qu'il y ait une identité diachronique, qu'on garde une même identité à travers le temps. Donc, à partir de là, on peut dire qu'on est biologiquement déterminé, puisqu'on est dans l'expérience qui laisse une trace, on est biologiquement déterminé pour ne pas être totalement biologiquement déterminé. De même, on pourrait dire on est génétiquement déterminé pour ne pas être totalement génétiquement déterminé. On serait génétiquement déterminé pour être libre. Bref, on est aussi déterminé pour ne pas l'être. Et cette liberté, elle est importante au centre de notre travail clinique, c'est-à-dire la plasticité. Ça veut dire tout se conserve, continuité, l'expérience est une trace, mais ça veut dire aussi tout se modifie, discontinuité, changement permanent. Alors à partir de là, je terminerai sur la question du devenir, parce que si on se dit qu'il y a une plasticité neuronale avec ces trois paradoxes qu'on retrouve aussi dans la dialectique entre génétique et épigénétique, ben la question qui vient, c'est quel devenir? Et on peut aussi dire qu'il y a une plasticité du devenir. On peut dire que, bien sûr, il faut penser les gènes, les circuits neuronaux, le développement, qui sont des facteurs déterminants, mais il faut aussi penser la réassociation de traces, les paradoxes de la plasticité et le devenir marqué par la discontinuité et qui est effectivement presque une détermination d'un défaut de détermination, une détermination de quelque chose qui va dans la direction de l'imprévisible. Donc entre un état du cerveau et un état psychique, il y a la plasticité. Entre un génotype et un phénotype, il y a les facteurs épigénétiques. De même, il faut bien se dire, comme clinicien de la parole, comme psychothérapeute, comme psychanalyste, qu'entre les éléments déterminants des relations avec l'environnement, du social et le psychique, ben, il y a effectivement la réponse de l'enfant, la réponse du sujet qui est toujours unique, imprévisible, inattendue, surprenante. Et que c'est de ces trois discontinuités, plasticité, épigenèse, réponse, que peut se déduire un sujet toujours unique et différent. Le neurodéveloppement est pris dans une logique de la cause, avec une continuité entre une cause X et un effet Y. Et puis, le fait de la plasticité, on est une logique de la réponse, ça donne beaucoup de place à la réponse. Nous, comme praticiens de l'enfance, de la petite enfance, on est des praticiens de la réponse, aussi avec l'autisme, des praticiens de la réponse de l'enfant, qui va vers un devenir imprédictible. Donc, entre génétique, épigénétique, histoire, pourquoi pas autisme, qui sont des déterminants, la structure neuronale, génétique qui aboutit à l'autisme ou la structure psychique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les réponses des sujets qui sont toujours inattendues, nouvelles, par-delà ces déterminations psychiques, déterminations sociales, déterminations neurodéveloppementales ou génétiques. La réponse possible, c'est l'enjeu du devenir. Et comme praticiens de l'enfance, nous sommes des praticiens du devenir et qu'il faut maintenir la place par nos stratégies, par nos inventions, par nos dispositifs, maintenir une place au devenir imprédictible dans toute situation, pourquoi pas aussi dans l'autisme. Merci pour votre attention.